Les chaînes ont été brisées, mais la liberté n'est jamais venue. Sous la voix d'Ibrahim Traoré, la Jamaïque découvre que son indépendance n'a été qu'un théâtre où les anciens maîtres ont changé de masque, transformant les fouets en dettes et les chaînes en illusions. Comment un peuple peut-il chanter sa douleur tout en oubliant ceux qui profitent encore de son silence? Ce soir, dans l'écho mêlé du Sahel et des Caraïbes, un cri ancien renaît pour réclamer la vraie libération. Ibrahim Traoré ne promet pas un rêve, il propose un rappel. Redonner à chaque Jamaïcain la mémoire de sa dignité perdue, c'est rendre à un peuple le pouvoir d'écrire sa propre histoire. Car derrière ces mots, il ne s'agit pas seulement de symboles, mais d'un acte de survie collective. Retrouver l'unité entre l'Afrique et ses fils dispersés. Ce lien, brisé par les chaînes et la mer, est la clé d'une renaissance politique et économique que ni les dettes ni les traités ne pourront acheter. Et si cette union renaît, elle pourrait transformer la douleur en puissance, la nostalgie en projet, l'exil en retour. C'est là le pari du capitaine burkinabé, rappeler que la liberté n'est pas un don, mais une reconquête. Entre le Sahel et la Caraïbe, une même voix s'élève, celle d'un continent refusant d'oublier son reflet. En 1962, la Jamaïque a levé un nouveau drapeau, mais pas un nouveau destin. 63 ans plus tard, les promesses de souveraineté résonnent encore comme un écho lointain dans les couloirs d'institutions étrangères. Ce que révèle Ibrahim Traoré, c'est la fracture invisible entre l'indépendance proclamée et la liberté vécue. Une nation administrativement libre, mais économiquement captive. Derrière les hymnes et les discours officiels se cache une réalité plus dure. Des politiques dictées par la dette, des ressources exploitées au profit d'intérêts extérieurs et une jeunesse contrainte d'émigrer pour trouver la dignité que sa propre terre ne lui offre plus. Cette situation n'est pas un hasard, mais le résultat d'un système construit pour perpétuer la dépendance, redéfini sous des formes modernes. Prêts, conditionnalité et promesses de développement différés. L'Afrique connaît la même blessure. Des accords de partenariat y remplacent les anciennes colonies par des marchés ouverts, où les profits traversent les océans plus vite que les espoirs. Dans cette symétrie, la Jamaïque devient le miroir d'un continent que Traoré invite à se regarder sans illusion. Il ne s'agit plus d'un dialogue nord-sud, mais d'un dialogue entre survivants d'un même naufrage historique. Car si la mer a séparé leurs côtes, elle n'a pas effacé leur mémoire. La même histoire coule encore dans les veines du Sahel et dans les chansons du reggae, celle d'un peuple qui transforme la souffrance en art, puis l'art en résistance. Et c'est à ce carrefour symbolique que naît une vision. Reconnecter ces deux rives pour écrire un chapitre commun de libération partagée. Avant Ibrahim Traoré, d'autres voix avaient déjà tracé la route. Nanny of the Maroons, Marcus Garvey, Bob Marley. 3 noms, 3 flammes, un seul souffle de rébellion. Chacun, à son époque, a rappelé au monde que la liberté n'est pas un événement, mais une endurance. Garvey a rêvé du retour en Afrique. Marley l'a chanté jusqu'à faire trembler les frontières. Nanny l'a vécu, fusil à la main, contre un empire. Aujourd'hui, Traoré réveille ses héritages pour leur donner un ancrage politique nouveau. Un pont entre le Sahel et la Caraïbe, entre la mémoire et le pouvoir réel. Son discours ne s'adresse pas seulement aux foules, mais aux consciences qui sommeillent derrière les drapeaux. Il parle de commerce équitable, d'éducation partagée, de souveraineté culturelle, autant de leviers que l'histoire a longtemps confisqués. Déjà, quelques signaux émergent. Des universités africaines proposent des programmes d'échange avec Kingston. Des artistes jamaïcains évoquent l'Afrique comme une maison retrouvée. Des jeunes de Ouagadougou portent les couleurs du reggae comme un manifeste politique. Ce ne sont encore que des gestes, mais ils marquent une fracture nouvelle dans la géographie du pouvoir symbolique. Car lorsque la culture se souvient, la politique finit par suivre. Et c'est là que réside l'enjeu réel de cette parole. La mémoire devient stratégie. Tout commence à Ouagadougou, dans une salle sans faste, mais chargée d'histoire. Ibrahim Traoré y prend la parole devant des représentants africains et caribéens, venus écouter un message qui deviendra fondateur. Dès les premières minutes, le ton se distingue. Pas d'accusation, pas de promesses vides, mais une radiographie du monde post-colonial. Les chaînes ont changé de forme. Elles s'appellent désormais dette, aide ou investissement. La salle se fige. Chaque mot semble taillé pour briser une illusion collective. La dépendance économique prolonge l'esclavage moral. En citant l'exemple jamaïcain, Traoré place le miroir devant toute l'Afrique.
Vous avez l'indépendance, mais pas encore la maîtrise, lance-t-il. Et le silence qui suit pèse plus lourd qu'un tonnerre. Les visages se ferment, certains applaudissent, d'autres détournent le regard. Mais tous comprennent que le tabou vient d'être brisé. Puis une vision prend forme. Traoré déroule une alliance concrète, échanges universitaires, corridors commerciaux, plateformes technologiques, défense commune. Il évoque des ports reliant Accra, Lagos, Kingston et Montego Bay. Des devises partagées, une éducation croisée entre Afrique et Caraïbes. La foule s'enflamme. Sur les réseaux, les extraits de son discours se propagent en quelques heures. Les médias internationaux parlent de utopie panafricaine. Mais dans les rues de Bobo-Dioulasso, comme dans celles de Kingston, le mot « union » devient slogan. Des drapeaux burkinabés apparaissent dans des concerts reggae. Des musiciens jamaïcains reprennent ces phrases en mélodie. Ensuite, une dynamique nouvelle émerge. Les chancelleries occidentales s'inquiètent, certaines institutions financières suspendent des négociations. Mais dans le même temps, de jeunes entrepreneurs africains contactent des partenaires caribéens pour monter des coopératives locales. Les idées voyagent plus vite que les sanctions. Les diasporas s'organisent en ligne. Conférences, webinaires, comités d'étudiants qui rêvent d'un axe Ouagadougou-Kingston. Ce qui n'était qu'un discours devient une stratégie. Dans ce sillage, Ibrahim Traoré refuse la posture du prophète isolé. Il rappelle que chaque génération doit assumer son combat. Nos ancêtres ont survécu. À nous de construire, répète-t-il. La phrase circule, traduite en créole, en swahili, en anglais. Ce n'est plus seulement une idée politique, c'est un mot d'ordre. Et lorsque le micro s'éteint, le bruit des applaudissements ne masque pas la conscience naissante. Une page vient de se tourner. En 1962, la Jamaïque obtenait son indépendance. Un PIB de 1,4 milliard USD, une croissance de 6%. 60 ans plus tard, malgré des milliards investis, le pays affiche une dette publique équivalente à 78% du PIB et un taux de croissance inférieur à 1%. Ce glissement, de la promesse à la stagnation, est la première preuve de ce que nomme Ibrahim Traoré, une indépendance sans levier réel. Entre 2010 et 2020, près de 450 000 Jamaïcains ont émigré, soit près de 15% de la population active. Chaque départ représente une école vidée, une entreprise ralentie, une famille éclatée. Et chaque billet d'avion est un vote contre le système. Traoré utilise ce chiffre pour rappeler que la liberté se mesure aussi au droit de rester chez soi. 60% des exportations jamaïcaines proviennent toujours du secteur minier, principalement contrôlé par des intérêts étrangers. Les usines bauxitiques appartiennent au même pays qui dicte les taux de change et fixe les prix du marché mondial. Une économie ainsi organisée ne peut qu'imiter plutôt que d'innover. Et lorsque la matière brute part, la valeur ajoutée part avec elle. Exactement ce que l'Afrique vit depuis des décennies. Près de 55% des Jamaïcains ont moins de 30 ans. Pourtant, le chômage des jeunes atteint 22%. Traoré souligne ce paradoxe pour montrer qu'un continent ou une île peut avoir du potentiel démographique sans pouvoir de transformation. Il cite le Burkina Faso, où malgré la pauvreté, l'autonomie agricole croît de 8% par an depuis 2023. La donnée devient argument. Quand le centre de gravité se déplace vers la production locale, la dépendance recule. Selon la Banque mondiale, l'Afrique et les Caraïbes cumulent près de 2000 milliards USD de ressources naturelles inexploitées chaque année. Pour Traoré, ce potentiel est le levier d'une révolution pacifique. Non pas contre le monde, mais pour le rééquilibrer. Les chiffres ne sont pas notre destin, ils sont notre preuve, dit-il calmement. Et dans ce silence rempli de réalité, les convictions remplacent les illusions. Les critiques de l'Occident ne se sont pas fait attendre. Certains diplomates affirment que Traoré rêve d'un romantisme panafricain impossible, une utopie incapable de survivre aux marchés mondiaux. Ils invoquent la stabilité économique, la sécurité régionale et la nécessité d'une coopération encadrée par les grandes puissances. Selon eux, les nations africaines et caribéennes ont besoin d'aide, pas d'autonomie, de réformes supervisées, pas de révolutions intérieures. Mais un autre camp, plus discret, avance un argument inverse. Ces voix, universitaires, économistes du Sud et diaspora, rappellent que chaque plan d'aide a renforcé la tutelle, non l'indépendance. L'histoire des prêts structurels des années 1980 et des accords d'ajustement du FMI en est la preuve. Croissance stoppée, agriculture détruite, industrie locale vendue à bas prix. Leur question est simple.
Comment parler de partenariat quand l'un des deux décide toujours pour l'autre? Traoré intègre cet argument. Oui, l'interdépendance est nécessaire, mais à condition qu'elle soit symétrique. Il ne prêche pas la rupture, mais la réciprocité. Dans ses discours, il cite l'exemple des échanges universitaires ouest-africains avec Cuba et la Jamaïque. Un modèle à petite échelle, sans domination, où la connaissance circule librement. Là où les institutions voient le risque, lui voit la preuve qu'une autre logique fonctionne. Et c'est précisément ce ton, calme, méthodique, presque scientifique, qui donne du poids à sa parole. Au lieu d'un manifeste idéologique, Ibrahim Traoré présente une équation: indépendance plus coopération, souveraineté partagée. Une formule simple, mais explosive, parce qu'elle rend le Sud de nouveau acteur de son propre destin. L'union est notre révolution. En une phrase, Traoré transforme un discours en manifeste. Jusque-là, l'idée d'un pont entre Afrique et Caraïbes semblait poétique. Désormais, elle devient programmatique, car ce qu'il propose n'est pas seulement une solidarité morale, mais un basculement stratégique, reprendre le contrôle du récit et des ressources. Derrière ces mots, un détail frappe. L'appel ne vise pas les États, mais les peuples. Traoré s'adresse aux jeunes, aux enseignants, aux artistes, à ceux qui fabriquent la culture avant la politique. Il sait que les institutions suivent toujours la conscience collective. Et c'est cette inversion, partir du bas, bâtir vers le haut, qui redéfinit la géopolitique du Sud. Déjà, des médias alternatifs parlent de réveil afro-caribéen. Dans les rues de Kingston comme dans celles d'Ouagadougou, les graffitis mêlent les deux drapeaux. Ce n'est pas encore une alliance, mais une contagion. Et dans cette contagion d'espoir, le mot Traoré devient non pas un nom, mais un verbe, se relever. Les discours n'ont de poids que lorsqu'ils engendrent des actes. En moins d'un an, l'écho d'Ibrahim Traoré dépasse les tribunes diplomatiques. Il s'invite dans la vie quotidienne. À Kingston, des collectifs de jeunes transforment leurs studios en espaces de formation sur l'histoire africaine. Les réseaux sociaux deviennent des salles de classe. On y diffuse des extraits du discours, des cartes, des parallèles entre Ouagadougou et la Jamaïque. Les slogans « Rise Jamaica »,« Rise Africa » fleurissent sur les murs, portés par une génération qui redéfinit la fierté noire, non comme revanche, mais comme renaissance. De petites coopératives émergent, liant artisans du Sahel et créateurs caribéens. En 2025, plus de 120 startups afro-caribéennes ont vu le jour, misant sur la mode, l'agroécologie et le numérique. Le commerce n'est plus une imitation, mais une innovation enracinée. Chaque partenariat devient un acte politique. Produire ensemble, c'est refuser la dépendance. Sous la pression populaire, certains États ouvrent des couloirs diplomatiques sud-sud. Le Burkina Faso signe un protocole éducatif avec la Jamaïque. Le Ghana et Trinité et Tobago discutent d'un corridor maritime régional. Ibrahim Traoré insiste, l'indépendance devient réelle quand la coopération n'a plus besoin d'intermédiaires. Ces accords ne pèsent encore que quelques millions, mais leur valeur symbolique est immense. Ils réécrivent la carte mentale du pouvoir. L'Union africaine et la CARICOM créent un groupe mixte sur la sécurité alimentaire. Des universités, du Cap à la Havane, proposent des bourses croisées. Même la Banque de développement africain étudie un fonds Atlantique Sud pour financer les projets panafricains. La logique est claire, relier les rives de l'histoire par l'économie du futur. Dans ce mouvement, la parole de Traoré n'est plus un événement isolé, mais un fil conducteur. Chaque acte, chaque signature, chaque chanson devient une pièce du puzzle qu'il a dessiné, un monde où la couleur cesse d'être une frontière, où la distance devient une passerelle. Le réveil n'est plus annoncé, il est en marche. Dans l'année qui vient, le rêve de rapprochement afro-caribéen entre dans sa zone de vérité. Les dynamiques enclenchées par Ibrahim Traoré et reprises par plusieurs États vont devoir affronter la réalité économique, diplomatique et médiatique. Les échanges culturels et éducatifs se poursuivent, mais à un rythme modéré. Les accords restent symboliques. Les médias occidentaux relèguent l'initiative à la marge. Cependant, le simple fait que des universités d'Afrique de l'Ouest accueillent des étudiants jamaïcains crée un précédent. Pour la première fois depuis des siècles, la circulation du savoir ne va plus d'ouest en est, mais du sud vers le sud. Dans un horizon optimiste, les gouvernements s'alignent sur la dynamique populaire. Un sommet Afrique-Caraïbes s'organise à Accra.
18 pays signent une déclaration commune sur l'éducation, la sécurité alimentaire et le numérique. Les artistes s'en emparent. Un album collectif, One Rhythm, One Route, devient hymne d'une génération. Dans ce scénario, l'esprit de Traoré se concrétise. La diplomatie cède la place à la conscience. Ce n'est plus une coopération, mais un réveil. Dans une version pessimiste, les pressions extérieures se durcissent. Sanctions, conditionnalités, campagnes de désinformation. Certains dirigeants hésitent. Les marchés se ferment. La méfiance revient. Le projet recule sans disparaître, conservant une vitalité souterraine portée par les peuples. Car une idée plantée dans la mémoire collective finit toujours par refleurir. Traoré invite à voir le mouvement non comme une marche triomphale, mais comme une germination. Les racines prennent du temps, la conscience aussi. Et si les 12 prochains mois n'apportent pas encore la victoire, ils scelleront au moins l'irréversibilité du chemin. Tout discours, aussi fort soit-il, ne vit que par ceux qui l'écoutent. Ibrahim Traoré le sait. Un message n'a de portée que s'il s'ancre dans la vie réelle. C'est pourquoi son appel ne vise pas une élite, mais 3 cercles humains reliés par la mémoire et l'avenir. Les jeunes sont la sève du mouvement. Dans les campus de Dakar comme dans les quartiers de Kingston, la curiosité remplace peu à peu la résignation. Les étudiants créent des clubs d'histoire panafricaine, des podcasts de contre-narration, des échanges culturels financés par leur propre réseau. Geste simple, mais fondateur. Reprendre le droit de raconter soi-même son passé. La diaspora, dispersée mais connectée, devient trait d'union. Les ingénieurs, artistes et enseignants afrodescendants réinvestissent leur savoir-faire sur les 2 rives de l'Atlantique. Une fondation Ouagadougou-Kingston Link voit le jour, finançant des bourses croisées et des start-up sociales. Leur mot d'ordre, transformer la nostalgie en infrastructure. Les leaders locaux, maîtres d'école, maires de petites villes, responsables communautaires, sont les gardiens du réel. À eux revient la tâche d'entretenir la flamme entre 2 générations, de convertir la parole en politique concrète. Créer une bibliothèque, une coopérative ou un centre culturel n'est plus un geste neutre. C'est un acte de libération lente. Ces 3 forces, unies par la vision du capitaine, transforment la mémoire en mouvement. Car toucher les esprits, c'est déjà commencer à changer le monde. Ibrahim Traoré l'a répété. Un rêve sans méthode reste un mythe. Dès cette année, plusieurs universités d'Afrique de l'Ouest et des Caraïbes créent un module commun, Histoire du monde noir. Objectif, 10 000 étudiants formés en 2 ans sur les liens Afrique-Caraïbes. Chaque diplôme devient une pierre posée sur le pont du savoir. Les ministères du commerce du Burkina Faso et de la Jamaïque planifient des circuits courts d'exportation artisanale et agricole. D'ici 12 mois, 50 entreprises locales devront être reliées par des plateformes de commerce équitables. Indicateur, volume d'échanges non libellés en dollars. Une tournée musicale, From Sahel to Caribbean, est annoncée. 10 artistes collaborent déjà. Leur mission, réintroduire la politique dans la musique sans perdre la joie. Les publics mesureront la réussite non par les ventes, mais par les ponts créés. Des jeunes ingénieurs lancent Afronet, réseau numérique Sud-Sud open source. À 6 mois, 1 000 utilisateurs pilotes. À 1 an, 10 000. Traoré y voit la preuve que la liberté d'un peuple commence par s'adonner. Un conseil mixte. Afrique-Caraïbes se réunit tous les 6 mois pour suivre les progrès. Rapport, indicateurs, bilan. La révolution s'évalue désormais comme une politique publique. Parce qu'une conscience sans calendrier finit toujours par s'endormir. Sous le même ciel, 3 voix résonnent encore. Garvey, Marley, Nani. Elles ne parlaient pas seulement de liberté, mais de mémoire vivante. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré prolonge ce chœur silencieux. Il ne chante pas, il éveille. Ses mots ne cherchent pas à séduire, mais à rappeler ce que les peuples savent déjà. La dignité ne se mendie pas. Dans les collines de Saint-Thomas, dans les plaines du Sahel, la même mélodie s'élève. Grave, lente, inarrêtable. Chaque génération l'entend différemment. Les anciens y voient de la revanche, les jeunes y entendent l'avenir. Et entre ces 2 échos, une promesse circule. Celle d'un monde où l'histoire cesse de blesser pour commencer à guérir. Les héros du passé regardent désormais le présent avec reconnaissance. Nani sourit à travers les montagnes, Garvey approuve depuis les archives, Marley répond par un accord majeur. Et quelque part, dans une capitale d'Afrique, un capitaine ferme les yeux. Il sait que le message a traversé l'océan. Le réveil n'a pas besoin de permission. Le discours d'Ibrahim Traoré n'est pas un point d'arrivée,
mais un seuil. Il ne demande pas d'adhésion, il propose une réflexion. Que signifie être libre dans un monde qui vend la liberté? Dans les marchés de Kingston, dans les rues de Ouagadougou, les mêmes mots circulent. Dignité, unité, mémoire. Ils s'impriment sur les murs, dans les chansons, dans les regards. La révolution dont il parle n'a pas de drapeau. Elle se mesure à la façon dont un peuple se traite lui-même. Refuser l'humiliation devient un acte d'économie. Enseigner l'histoire devient un geste politique. Aimer son continent devient un projet d'avenir. Les symboles se transforment. La mer n'est plus frontière, mais miroir. Le passé n'est plus fardeau, mais levier. Et maintenant que le message a traversé les océans, une seule question demeure, suspendue entre le Sahel et les Caraïbes. Qu'allons-nous faire, chacun, de cette liberté retrouvée?